Un coach à la une. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis David Marion, coach professionnel, et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Un coach à la une, je vous propose un focus sur l'alliance. En matière de coaching, il ne s'agit évidemment pas de cet anneau d'or ou d'argent qui symbolise le mariage de deux êtres qui s'aiment. Le mot alliance vient du latin alligare, signifiant attacher, lier, unir, et c'est un élément absolument clé dans le coaching. Qu'est-ce qui unit un coach et son client, si ce n'est cette alliance singulière autour d'un objectif à atteindre? Et qu'est-ce qui réunit un groupe d'individus travaillant ensemble, si ce n'est l'alliance autour d'un projet commun? Emmanuel Fourest, ex-DRH devenu coach, nous explique les spécificités de l'alliance dans le coaching et partage des exemples d'accompagnement qu'il a menés sur ce thème. Soyez-en sûrs, nous sommes tous peu ou prou en alliance et je suis certain qu'à l'écoute de cet épisode, vous réaliserez que vous êtes bien plus en alliance que vous ne l'imaginiez. Un coach à la une. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous partager le cheminement qui t'a conduit à devenir coach ? Dans un premier moment de carrière, je travaillais en supply chain international et on m'a proposé d'animer un processus de développement personnel pour les personnes en poste et je co-animais avec un coach. Ça a été le premier moment où d'ailleurs celui-ci m'a proposé au bout de quelques temps de travailler avec lui parce que c'est vrai que j'aimais animer auprès des groupes et il trouvait que j'avais quelques compétences à cela. En fait, cette première interpellation a continué de se développer pour moi. Étant DRH et DRH de groupe, j'ai très vite associé des coachs professionnels dans des processus de redynamisation sociale après des processus de transformation, voire même des restructurations. À tel point, c'est que j'ai souhaité à un moment donné en faire mon métier. Et qu'est-ce qui t'a conduit alors à t'intéresser à l'alliance ? Devenant coach professionnel, j'étais appelé par des sociétés qui avaient des alliances stratégiques en œuvre. Les relations qui se développaient au sein des équipes étaient d'une toute autre nature, voire même parfois conflictuelles. Comme ça devenait un thème récurrent, Danielle Darmoni, qui était dirigeante d'International Mosaïque, qui est une école de coaching, m'a proposé de continuer de développer ce module qu'on a co-animé ensemble pendant des années. Comment tu définirais simplement l'alliance ? Alors, au plan professionnel, l'alliance est une relation qui peut s'apparenter sur certains aspects à celle de la coopération. Simplement, c'est une relation qui va, sur certains éléments, être plus forte, plus établie. Elle a deux caractéristiques qui la différencient de la coopération. La première, c'est que le terme peut paraître un peu technique, mais toute alliance est associée à ce qu'on appelle un tiers symbolique, c'est-à-dire ça marque le ce pourquoi on est en alliance, au nom de quoi on est en alliance. Le deuxième aspect de la relation d'alliance, qui peut paraître un peu étonnante, c'est que tout système d'alliance est lié en fait à un système de restriction. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on s'interdit de faire pour être dans la relation d'alliance ? Si par exemple je prends une coalition, qui est une alliance contre quelque chose ou quelqu'un, la restriction va être de ne pas pactiser avec l'ennemi par exemple. Si je prends une autre relation qui est celle du mariage, au sens classique du terme, les restrictions associées au mariage vont être encore différentes de celles de la coalition, bien évidemment. Tu nous as parlé du tiers symbolique et de la restriction. Quelles sont les autres caractéristiques de l'alliance ? Alors, le premier facteur, c'est que toute alliance est associée à un cadre. Le cadre de l'alliance, qui peut prendre des formes extrêmement variées. Ça peut être un contrat, ça peut être un pacte, y compris un secret. En tout cas, ça marque le fait d'être dans l'alliance et de ceux qui n'y sont pas. Le deuxième aspect, donc, c'est la restriction. La troisième caractéristique de l'alliance, comme d'ailleurs la coopération, c'est que c'est associé à des systèmes de dons et de contre-dons. Le quatrième aspect lié à l'alliance, comme la coopération, c'est que tout mode d'alliance est associé au fait qu'il puisse y avoir de la confiance en œuvre. Et puis le dernier aspect, c'est le tiers symbolique. Donc l'alliance, nous la vivons tous quasiment au quotidien, sous différentes formes. C'est quelque chose qui est propre, je dirais, aux relations humaines. Et ça a été étudié, y compris par Lévi-Strauss, vis-à-vis de groupes très premiers, entre guillemets, pour lesquels l'alliance était marquée de façon particulière. Oui. Alors en matière de coaching, l'alliance est un élément fondamental. Peux-tu nous en dire un peu plus ? En réalité, l'alliance, elle est afférente à la relation de coaching. Ce pourquoi un client va choisir son coach, au départ, il peut avoir des critères qui sont rationnels, mais ça va être aussi des critères très inconscients, voire même de sympathie. On va se rendre compte par la suite, et le coach en particulier va se rendre compte que certaines thématiques amenées par le client, ce sont des thèmes que lui-même a pu travailler quelques années antérieurement. Donc ce sont des éléments qui sont afférents à la relation de coaching et qui va faire entre autres, y compris pour le coach, que par moments ça va être extrêmement résonnant pour lui.
Est-ce qu'il y a une différence de l'alliance en jeu dans le cadre d'un coaching individuel versus un coaching collectif? Dans les deux cas, il y a déjà une alliance interpersonnelle à créer. Classiquement, dans une approche de coaching d'équipe ou collectif, on a un premier contact qui va se faire de personne à personne. Après, et chacun peut avoir une perspective différente, en ce qui me concerne, mais c'est sans doute lié aussi à ma formation initiale de psychosociologue, le groupe est une entité à part entière. Donc il y a l'alliance avec les personnes et puis il y a aussi l'alliance avec le groupe en tant que tel. D'autres vous diront qu'un groupe est constitué que d'une somme d'individus. Personnellement, je considère que le groupe a une identité propre et je travaille aussi avec cela. Pourrais-tu nous expliquer les différents niveaux d'alliance? Ça dépend du type de modèle qu'on va utiliser. Dans celui que j'ai pu constituer en me référant à deux auteurs en particulier, l'un est René Caes, qui a écrit un ouvrage en 99 sur l'alliance. René Caes ayant par ailleurs travaillé dans le domaine de la psychosociologie. Le deuxième auteur, qui pour moi est vraiment également un auteur de référence, qui est Eugène Enriquez. Eugène Enriquez a travaillé sur des niveaux d'instance. Donc je considérais 7 niveaux d'alliance. Le premier, c'est ce que on peut nommer comme étant l'alliance inconsciente. C'est l'alliance qui se joue entre deux personnes à la limite quand vous rencontrez quelqu'un et vous pouvez sentir que vous êtes en alliance même par un regard. Le deuxième niveau, ou en tout cas instance qu'on peut évoquer, c'est celle de l'alliance interpersonnelle, c'est-à-dire l'alliance qui se développe auprès de deux personnes qui commencent largement à échanger. Ensuite, on pourra travailler ou aborder l'alliance au niveau d'un groupe, au niveau d'une organisation entière, voire même, et c'est le niveau suivant, qui est celle de l'alliance inter-institutionnelle. Et on peut avoir des institutions qui sont en alliance, si vous pensez par exemple à la Chambre des députés par rapport à celle des sénateurs. Ensuite, il y a d'autres niveaux d'instances, alors qui sont pas celles de mon travail en tant que coach. Je nommerais l'instance sociale historique, c'est-à-dire l'alliance des hommes ou de groupes d'hommes dans l'histoire des hommes. Quand on parle du pacte germano-soviétique ou d'autres alliances, c'est de cela dont on parle. Enfin, il y a un dernier niveau qui est celui de l'alliance mythique. C'est l'alliance qui peut prévaloir dans les mythologies ou voire même dans le discours religieux. Emmanuel, en tant que coach, à quel moment as-tu eu l'occasion de travailler l'alliance avec un client? J'ai travaillé et développé des systèmes d'alliance dans des groupes lorsque des contextes étaient suffisamment forts, importants, à enjeu, voire même difficiles ou très difficiles, et de considérer que ces contextes-là appelaient une relation plus forte, plus établie que celle de la simple coopération. Pour donner un exemple d'accompagnement, lorsque j'ai travaillé avec un comité de direction pour lequel leur enjeu principal était un enjeu de redressement en fait de groupe qui était largement déficitaire, et constatant par ailleurs que leur principale activité c'était d'être en conflit pour des questions de pouvoir, de mésentente, mais aussi le conflit avait la fonction très utile dans ce groupe-là, que tant que finalement ils se chamaillaient et qu'ils se battaient, ça leur évitait de penser et de réfléchir à ce qu'ils avaient à faire pour redresser la société en question. Et c'est ce pourquoi, en l'occurrence, on est partis ensemble sur cet accompagnement dont l'intention était de permettre de développer une véritable alliance au service de l'ensemble de la société et de son propre développement. Sans nous révéler le nom de cette société ou un contexte trop identifiable, mais est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait concrètement en tant que coach pour leur permettre de retrouver une alliance plus saine? En fait, ça a été déjà un contexte qui les sortait de leur propre société, c'est-à-dire on a fait un travail à quelques centaines de kilomètres de leur lieu habituel. Ça a été un premier travail sur l'échange et le constat de ce qu'ils vivaient au quotidien et de la façon dont finalement ils pouvaient vivre, y compris leur comité de direction, et de savoir si c'était satisfaisant ou pas pour eux. Après, à l'époque, c'était il y a déjà une quinzaine d'années, j'avais fait intervenir un navigateur qui avait une expérience forte en la personne de Yves Parlier, qui était parti en fait premier dans le Vendée Globe et qui finalement, après rupture de son mât, avait complètement réorienté l'ensemble du travail de son équipe, parce qu'il n'était pas simplement seul en tant que navigateur, il était avec une équipe entière de soutien pour redonner en fait un nouvel élan, un nouvel objectif, non pas au service de devenir premier, mais tout simplement de réparer le bateau et de continuer la course. Et c'est ce partage-là en particulier et de le transposer avec leur quotidien au travers de ce travail de coaching qui les a motivés à penser et à se représenter leur quotidien autrement que ce qu'ils vivaient d'habitude. Pour la première fois, ils ont réalisé que le mode de conflit était une façon de pas affronter la peur individuelle qu'ils avaient
à engager le plan de changement, de transformation qu'ils avaient à faire pour redresser la société. Ils gagnaient du temps en fait. Ils gagnaient du temps en en perdant. Ce partage-là, qui était un moment fort au sein de l'équipe, ça les a autorisés à s'exprimer là-dessus et à permettre de pouvoir concevoir autre chose et de rêver aussi à un futur qu'ils ne s'autorisaient pas. C'est-à-dire que le travail de l'Alliance a permis aussi de quitter la représentation de l'affaire est foutue, entre guillemets, et on a encore moyen de créer quelque chose ensemble et on a envie de le faire. L'Alliance a permis justement ce rêve qui n'était pas autorisé antérieurement pour eux. Est-ce qu'elle peut toujours être renforcée ou restaurée ? L'Alliance est susceptible de pouvoir être restaurée si les acteurs ou les sujets en ont envie. Alors c'est déjà ce pourquoi on est appelé, et là il y a un vrai travail de mon point de vue du coach et du cadre explicite à poser pour permettre justement ce travail et de voir s'il est envisageable ou pas. Et en général, quand tu es appelé pour un accompagnement sur l'Alliance, est-ce plutôt la direction ou les ressources humaines qui t'appellent ? C'est très variable en fait. J'ai pu être appelé, y compris par des présidents de sociétés, de corporations. Ça a pu être des DRH de groupe, mais aussi des responsables d'équipe ou de départements qui, en particulier, je fais référence à une alliance stratégique qui était présente entre deux sociétés, constataient que les deux départements étaient en conflit, alors même que l'alliance stratégique avait été posée par les deux corporations en question. Et ils voulaient comprendre finalement pourquoi ça ne fonctionnait pas, comment ils pouvaient faire différemment, parce que les tensions intergroupes étaient telles qu'ils voyaient pas en fait de chemin possible. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont réalisé que le projet commun dans lequel ces deux équipes avaient été lancées était juste impossible. Et ils sont arrivés à le poser auprès de leurs dirigeants dans les deux sociétés et ils ont recréé un nouveau projet et permettre d'engager en fait quelque chose qui était viable. Comment le travail sur l'Alliance pourrait contribuer à faire évoluer notre société dans le contexte post-Covid ? Si on reprend l'Alliance comme étant une relation qui est associée à un tiers symbolique, je dirais que la période actuelle, avec les enjeux, que ce soit aussi bien économiques, sociaux, sociétaux, environnementaux, sont susceptibles, de mon point de vue, parce qu'on s'intéresse au fait de développer certains types d'alliances. Le tiers symbolique, c'est-à-dire au nom de quoi on agit, que ce soit pour nous-mêmes, pour la société, pour les générations futures. Oui, je pense que c'est une relation qui est intéressante à développer. Est-ce que tu penses qu'on aura de plus en plus besoin, dans les entreprises et dans les équipes, de travailler l'Alliance ? Mon hypothèse, mais je détiens aucunement aucun type de vérité, c'est que les environnements ont tendance à se complexifier et que de ce point de vue-là, le développement de la relation d'alliance, mais aussi de coopération, est un vrai enjeu et va continuer d'être un champ de travail, en particulier pour les coachs. À présent, Emmanuel, je te propose d'écouter un extrait de la chanson que tu as choisie pour incarner symboliquement le thème de l'Alliance et nous nous retrouvons juste après. Israël Kamaka-Vivole, musicien américain d'origine hawaïenne, qui sort cette version ukulélé de Over the Rainbow en 1993. Pourquoi avoir choisi cette musique, Emmanuel ? J'ai choisi cette musique parce que elle correspond à ce que je ressens lorsque j'ai terminé avec un groupe ce type de travail et qu'il en est satisfait. C'est une chanson aux paroles d'espoir. Est-ce à dire que c'est ce qui caractérise selon toi une démarche de coaching ? En tout cas, c'est mon état d'esprit en tant qu'accompagnant, du début jusqu'à la fin. Sans être dans un positivisme béat, c'est une démarche en tout cas qui est optimiste. Je te propose de clore cet entretien sur ce rythme à la fois doux et léger. Merci beaucoup Emmanuel. Merci à toi David. Un coach à la une. Merci pour votre écoute. Un coach à la une est à présent disponible sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts et bien d'autres. Les liens vers quelques plateformes d'écoute sont indiqués en commentaire de nos publications. Si cet épisode vous a intéressé, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme que vous utilisez. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur le réseau LinkedIn ou en parler à vos contacts. À bientôt pour un nouvel épisode. Un coach à la une.